commencer. Donc Mathieu Poitrémol, enchanté. Aujourd'hui, effectivement, nous allons échanger autour du sujet de l'optimisation des parcours clients en utilisant le KYC et l'IA en tant que tel pour développer justement l'engagement du client. Ce que je vous propose, c'est que parce que nous avons la chance d'avoir une table avec des invités de choix aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de table rapide pour effectivement vous présenter nos différents participants et puis ensuite on rentrera dans le débat. Donc je commence donc Pierrick, donc tu es donc responsable chez Boursobank des programmes de transformation. Donc tu es notamment intervenu sur les sujets en fait liés au développement des paiements innovants, au crédit, à la gestion de la relation front to back, l'intégration de la clientèle ING de manière un petit peu plus récente, et puis par extension évidemment tous les parcours liés à l'entrée en relation, on y reviendra, utilisant on va dire partiellement l'IA dans certains cas à ce stade. Ensuite, Laurent, donc vous êtes responsable des risques de crédit, de la conformité, du contrôle permanent et de la cyber dans le groupe Onet, fonction que vous opériez précédemment dans une banque, la BNP Paribas. Ensuite, donc Hervé, donc vous êtes CEO d'Archipel, donc plateforme d'identité décentralisée qui permet de vérifier, identifier, certifier donc l'identité à la fois des entreprises et puis des personnes physiques en s'appuyant sur une blockchain qui, on va dire, fonctionne avec des partenaires de confiance français tels que la Caisse des dépôts, la Poste, EDF, Engie ou Ingroup. Et puis enfin Yves, donc vous êtes le vice-président du CFONB qui vise justement à construire on va dire un environnement commun entre les banques et les différents écosystèmes. Vous êtes également vice-président du comité stratégique de la normalisation électronique sur lequel effectivement il y a des opérations de veille sur les innovations technologiques et dans ce cadre-là vous occupez notamment tous les sujets liés à l'identité numérique mais on va y revenir un petit peu plus loin. Voilà, et comme le CFONB ne regroupe que des banquiers, je suis aussi banquier, mais aujourd'hui je ne m'exprime pas en tant que banquier, j'ai en charge toute la partie des relations interbancaires de la Banque Postale, mais aujourd'hui on va parler beaucoup plus largement, c'est pas en tant que la Banque Postale. Merci Yves. Du coup, donc le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est de s'interroger sur en quoi, justement, on a la capacité à optimiser les parcours clients en utilisant le KYC et l'IA pour développer l'engagement client. Alors, en introduction, parce que la question peut paraître un peu saugrenue, parce que utiliser le KYC pour développer, on va dire, l'engagement des clients, c'est-à-dire le fait qu'ils utilisent de plus en plus, effectivement, les services qu'on leur met à disposition, les applis qu'on leur met à disposition, la question peut paraître saugrenue, puisque souvent, effectivement, le KYC peut être perçu en premier abord comme une sorte de contrainte. On sort, effectivement, de toutes les campagnes de remédiation. On sait bien que sur les parcours d'entrée en relation, le fait d'être en distant génère en fait des contraintes complémentaires. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur pourquoi justement cette question-là. Et en fait, c'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est à un point de rupture en tant que tel, puisqu'il y a deux évolutions en fait majeures. On va le voir, il y a une évolution du cadre réglementaire qui va apporter, on va dire, des véritables opportunités. Et dans le même temps, il y a effectivement toutes les capacités d'IA qui se développent et de la même manière qui vont être capables de nous apporter des opportunités complémentaires. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment à un point de pivot où ces éléments qui pouvaient être perçus comme des contraintes autour du KYC par le passé vont pouvoir se transformer en opportunités à partir du moment où effectivement on les adresse justement dans la bonne direction. Donc on va commencer par faire un petit état des lieux, justement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis ensuite on prendra un petit peu plus de perspective justement pour aller dans cette direction. Donc si je commence justement, Pierrick, aujourd'hui côté Boursobank en termes d'engagement client, quelle est un petit peu la situation et notre point de départ? Oui, merci Mathieu. En fait, l'engagement de nos clients, on va déjà parler un petit peu de nos engagements chez Boursorama. Donc on s'engage à simplifier la banque, à rendre du pouvoir d'achat à ses clients et à donner à tout à chacun le pouvoir d'agir sur son argent. Ça se traduit par concrètement un engagement client quotidien, régulier, et ça se concrétise. Boursobank, c'est l'identité commerciale de Boursorama, la marque bancaire. Ça se concrétise par un accueil de nouveaux clients de plus en plus élevé. Donc on est à 6 millions de clients, on a un objectif d'acquisition de 8 millions de clients à 2026, et l'année passée, nous avons accueilli donc 1,4 million de nouveaux clients. On aura l'occasion de revenir dessus, sur comment on a concrétisé cet engagement client. On le voit aussi au travers de notre NPS. Et donc ça nous impose un certain nombre de responsabilités
pour accueillir ces clients, les fidéliser, les équiper, de leur arrivée jusqu'à leur équipement en cross-sell. Voilà, donc on aura l'occasion de détailler tout ça par la suite. Merci Pierrick. Laurent, côté Honnet. Donc, déjà d'une part, Honnet, c'est qui? C'est le leader du BNPL sur le marché français, présent aussi sur d'autres pays, hein, comme l'Espagne, le Portugal, les pays du Nord, Belgique, Pays-Bas, mais aussi en Roumanie et aussi en Italie. Donc, le vrai sujet, donc, pour Honnet, l'engagement se matérialise au niveau de nos clients de deux façons. D'une part, nos clients, c'est nos clients physiques, mais aussi c'est nos clients moraux, c'est-à-dire tous nos grands partenaires qui sont aujourd'hui significatifs sur le marché français, parce que je parle de partenaires comme Leroy Merlin, comme Auchan, comme Decathlon, Boulanger, Electrodépôt, pour qui le BNPL est important. Le point central et sur lequel nous allons pouvoir débattre, c'est notre engagement, c'est de donner une satisfaction et de rassurer nos clients. Pourquoi? Parce que on commercialise deux natures de produits. De la facilité de paiement pour qui le client, ce n'est pas un crédit. Et donc, la notion de KYC peut être intrusive, contraignante, mais aussi être en difficulté pour nos partenaires, notamment pour que ce soit le levier commercial. Donc, où se situe la vérité, où se situe notre responsabilité pour qu'on soit toujours dans une approche en mode solution. Et puis, tout le cadrage lié à la législation qui nous impose, dans le cadre du KYC, de vérifier l'identité parfaite, dans le cadre de la lutte antiterrorisme, blanchiment d'argent, mais aussi sur la fraude externe. Donc notre responsabilité, c'est toujours de trouver l'équilibre entre ce que veut le client, ce que veut le partenaire, mais tout en respectant la règle, dans l'intérêt du client, mais aussi dans l'intérêt de la législation. Voilà. Merci. Et alors justement, si on rentre un petit peu plus dans la notion de cas d'usage, je propose de commencer peut-être par la partie entrée en relation. Pierrick, comment ça se décline justement côté Bourseau? Eh bien, oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a accueilli 1,4 million de nouveaux clients l'année dernière, et en fait, on a pris une décision un peu radicale, qui a été de basculer progressivement vers un parcours d'entrée en relation mobile. Avant, on avait deux dispositifs qui n'étaient pas de même nature, qui n'étaient pas basés sur les mêmes mesures de vigilance. Et donc, de 2023, on est passé progressivement en fait, de 20% d'entrée en relation mobile à 95%. Et le mobile nous apporte, en termes d'engagement, un engagement d'instantanéité, quasi. On fait les entrées en relation en moins de 10 minutes. Un engagement de disponibilité, 24/7. Et en fait, ça s'appuie sur des systèmes experts, de l'IA classique, mais aussi du machine learning, puisqu'on y adosse en fait, tous les contrôles évidemment réglementaires en temps réel, mais aussi des contrôles liés à la biométrie du client. Donc ça, c'est le premier cas d'usage qu'on a pu développer intensément l'année dernière pour accueillir tous ces clients. On a quelques KPI à partager, puisqu'on a une promesse de simplicité, d'instantanéité. Donc, le parcours d'entrée en relation se fait en moins de 10 minutes. La partie contrôle documentaire en moins de 10 secondes. La partie contrôle preuve du vivant se fait en moins d'une minute. Et on a également un taux de performance de transformation sur ces étapes-là qui est très satisfaisant. On a plus de 75% de nos clients qui vont au bout du tunnel. Merci. Et côté Honnet, justement, si on fait le parallèle justement sur la partie entrée en relation? Alors, on n'est pas du tout sur la même problématique pour les ouvertures de compte, dans la mesure où nous, on n'ouvre pas un compte, on donne un accord de principe pour un financement. Donc, dans l'absolu, déjà, d'une part, nous, on a besoin d'avoir des partenaires comme Pierrick, sur lequel, quand on verse l'argent sur le compte du client, qu'on s'assure que le compte a été ouvert correctement. Ça, c'est capital. Pour s'assurer que la destination des fonds vont se faire correctement. Et aujourd'hui encore, on a de vraies problématiques, notamment quand on a de la fraude ou de l'escroquerie de valeur réelle, où le KYC peut être fait de façon différente, et pour autant, la destination des fonds s'opère de cette façon-là. Donc, notre problématique à nous, c'est comment on fait un KYC robuste, sachant qu'il ne faut pas qu'on soit intrusif, et d'autre part, aujourd'hui, les clients, qu'on soit en acquisition ou en cross-sell ou en upsell, les clients, ils sont maintenant habitués à adresser ou à donner leurs données d'identité. Donc ça, aujourd'hui, on n'a plus un problème
culturel. Le client, pour lui, donner sa date de naissance, donner son département de naissance, transmettre sa pièce d'identité, c'est devenu un usage assez simple pour lui, voire limite logique. En revanche, ce dont on a besoin, c'est de le rassurer sur la façon dont on va utiliser ces données, sur la façon dont on va communiquer une information, et c'est là où, en fait, on va développer toute une interface en utilisant l'intelligence artificielle. Ce qu'il veut, c'est de la simplicité, de la rapidité, mais surtout de la rassurance. Nos clients ont besoin d'être rassurés, et nos partenaires également. Et c'est de cette façon-là qu'on va, donc on va être en complémentarité avec tout ce que va faire une banque traditionnelle ou classique. Merci. Pierrick, Laurent évoquait l'upsell. Comment ça se décline justement en termes de cas d'usage côté Bourso, justement en termes d'upsell, donc suite à l'entrée en relation? Sur les mêmes principes, hein, on laisse pour les clients qui le souhaitent la possibilité d'être sollicités pour faire de l'upsell ou du cross-sell. Et ça se décline au quotidien dans la banque. C'est-à-dire qu'au travers de tous les usages que le client peut avoir, que ce soit de l'usage de banque au quotidien, de type je fais un virement d'un montant conséquent, on peut aussi lui conseiller, s'il l'a accepté, et il a une interface de gestion de ses consentements qui est assez explicite, lui permettant de savoir s'il veut être sollicité là-dessus, et lui proposant de s'équiper sur un livret d'épargne, ou au contraire de monter en gamme sur une carte bancaire. Donc c'est voilà, une autonomisation des clients, c'est-à-dire que les clients ont la main pour maîtriser ce sur quoi ils peuvent être sollicités, et surtout l'accès à l'ensemble de nos produits, et ça se concrétise après par de la personnalisation au sein des différents parcours qui permettent d'engager des clients. D'accord. Sur l'upsell, un petit complément, Laurent? En fait, c'est l'upsell ou même l'acquisition. Ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce que l'on dit, c'est que le KYC LIA, pour nous, elle a une valeur significative sur la lutte contre la fraude. Ça, c'est capital. Et aujourd'hui, dans le travail que l'on doit faire et dans l'expérience et dans l'engagement client, on doit amener les clients à leur faire comprendre que même si vous financez votre canapé en 3 fois, que vous avez le sentiment que ce n'est pas du crédit, que derrière la législation ne nous impose pas de demander les données d'identité, dans l'intérêt du client, c'est aussi important pour lui. Comment on fait l'éducation, comment on fait la prévention et comment on se met en réglementation. Il faut savoir que demain, dans le cadre de la nouvelle directive Crédit Conso, il va y avoir aujourd'hui une transposition qui potentiellement va demander un peu plus d'informations pour ces crédits qui ressemblent à des crédits mais qui n'est pas forcément du crédit. Et ça aujourd'hui, ça nous impose et ça nous oblige à être beaucoup plus précis sur la façon dont on va aborder ce sujet, et c'est là où l'intelligence artificielle va nous aider. C'est de trouver cette frontière pour aborder de l'information qualitative. Ça, c'est très important. Donc, on aura l'occasion d'en discuter, mais ça, c'est clé. Et dans le upsell et le cross-sell, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'identité du client est importante, elle est engageante, et de cette façon-là, c'est comment on alterne ce dispositif où maintenant, aujourd'hui, les clients, ils veulent de la simplicité, de la rapidité et de la spontanéité, tout en garantissant qu'il faut qu'on les rassure. Qu'est-ce qu'on fait de leurs données et comment on les exploite. Donc c'est tout ce travail-là que l'on fait à l'heure actuelle qui s'intègre dans une démarche de simplification. Et il ne faut pas oublier que nos clients ne sont pas que des clients physiques, c'est aussi nos clients moraux. Nos partenaires ont besoin d'être rassurés sur la façon dont on va traiter, ce que c'est avant tout eux qui sont concernés, ce que ce sont leurs clients à eux. Donc voilà. Merci, c'est très clair. Alors, du coup, on voit bien que ces deux thématiques, en fait, sont vraiment primordiales par rapport justement à l'optimisation qu'on peut en faire au niveau des parcours, donc aussi bien effectivement l'IA que le KYC. Yves, du coup, comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est bien fait, que c'est fait correctement dans les règles en tant que tel? Voilà, il va falloir vérifier que c'est fait en confiance pour qu'on ait confiance dans la banque. Alors effectivement, comme évoqué par mes deux confrères, on a bien deux phases d'appréciation du KYC. La première, c'est à l'entrée en relation. Et là, on va quand même utiliser l'IA pour être une aide à la vérification des documents et peut-être aussi du comportement. Donc c'est surtout sur la fraude documentaire. Mais la seconde, c'est là où il faut avoir effectivement des garanties que l'IA n'est pas biaisée
et que les décisions sont prises correctement, c'est lorsque on va transformer le conseiller financier en un conseiller financier augmenté et qu'on va lui associer une intelligence artificielle. Et là, il faut avoir des outils et le moyen de bien garantir que c'est fait correctement. Alors, il ne faut pas oublier non plus que l'IA, elle est aussi très utilisée dans l'analyse comportementale pour la fraude au niveau des moyens de paiement. Et c'est un outil qui est aussi très utilisé à ce niveau-là. Donc, dans tous les cas, il nous faut une IA de confiance et pour faire de l'IA de confiance, rien de mieux que d'avoir des normes et de la certification, parce qu'on a beau tirer sur la norme, mais les normes, c'est quand même bien pratique parce que c'est des référentiels et ça va surtout faire des référentiels de certification. Alors aujourd'hui, on est dans l'alignement des étoiles puisque on voit apparaître tout en même temps et ça a commencé en 2018. En 2018, d'ailleurs, au niveau du comité stratégique que je préside à l'AFNOR Normalisation, on a écrit un livre blanc sur l'intelligence artificielle et ça correspondait en fait avec le démarrage d'une commission de normalisation internationale à l'ISO au JTC1 SC42. On va voir que le 42, il a quand même une importance. Et donc les travaux ont démarré et d'ailleurs l'apport de la France a été important en matière d'éthique parce qu'au départ dans la roadmap du SC42 il n'y avait pas la partie éthique et c'est quelque chose qu'on avait aussi amené avec les premières études, celles qui avaient été avec les rapports par exemple de Cédric Villani qui avait été aussi en 2018 et puis en 2018 il y a aussi les premiers travaux qui se sont faits au niveau de la Commission européenne pour faire ce qui va devenir l'IA Act et tout arrive en même temps, puisque en décembre 2023, il y a eu la publication de la norme ISO 42001, qui va permettre de faire des certifications. On arrive là au mois d'avril, le mois prochain, j'espère, normalement, c'est la publication de l'IA Act. Donc tout arrive en même temps et tout arrive en même temps pour faire de l'IA de confiance. C'est-à-dire que là, on a un socle, puisque la 42001, c'est une norme de management qui va permettre de garantir que l'IA qu'on emploie qu'on a peut-être intégré et puis aussi de le faire avec des IA qui proviennent de fournisseurs qui doivent eux aussi, ce serait mieux qu'ils soient aussi certifiés 42001 pour faire tout un environnement de confiance et donc pouvoir l'utiliser en toute confiance. Cette norme, elle va devenir très importante et en fait, on va même, je pense qu'elle va avoir le même degré d'importance que, par exemple, la norme 27001 pour la cybersécurité qu'on connaît tous, ou que pour le management des organisations, la norme 9001 qui est aussi très très utilisée. Voilà, donc on est en train de travailler sur de la fabrication et de la certification d'IA de confiance, et comme ça, ça va permettre d'être utilisé pour toutes les utilisations en KYC et autres utilisations dans le monde bancaire. Merci Yves. Donc ça nous donne bien le cadre effectivement pour l'IA. Concernant le KYC, Hervé, quels sont justement, on va dire, les principes pour bien le faire tel que vous le faites via la plateforme Archipel? Oui, alors pour compléter cette confiance et accélérer les entrées en relation client, on a parlé de l'IA de confiance, mais aussi il faut surtout faire confiance dans les données qui sont fournies. Donc comme vous le savez, chez Archipel, on travaille sur la certification de documents et de données au sein des portefeuilles numériques. On a commencé initialement au tout début sur la certification des documents, dont certains pour l'entrée en relation comme les justificatifs de domicile. On travaille désormais sur les identités numériques des citoyens et des entreprises, et en particulier sur la fourniture de données certifiées au sein de ces futurs portefeuilles. Mais déjà aujourd'hui, il faut en effet considérer qu'une partie des données fournies par les individus lors de KYC peuvent être des données collectées à des sources authentiques.
Hein, je pense notamment aux preuves d'adresse, par exemple, c'est un service que l'on propose, ou aux données bancaires, bien entendu, avec la DSP2. Donc ça, c'est une première étape qui permet de s'assurer déjà qu'on est dans un cadre de données authentiques. Et puis ensuite, pour répondre à ces problématiques de lutte contre la fraude et de fluidité et de churn, et de dire il faut quand même que ces cas d'usage ne perdent pas les clients, eh bien, on a en effet le cadre IDAS, même IDAS 1 avec les identités numériques. Aujourd'hui, je peux ouvrir un compte bancaire avec une identité numérique de niveau substantiel en France. Hein, donc ça, c'est quand même assez majeur. Ça veut dire que je suis pas obligé de repasser une vérification d'identité à distance. Donc c'est déjà un cadre important. Et puis, si on parle des vérifications d'identité à distance, vous le savez, désormais, il y a la certification PVID en France qui permet aussi de s'assurer qu'une vérification à distance n'est pas seulement basée sur l'IA, pour le coup, mais aussi basée sur un acteur de confiance qui a été qualifié et sur lequel il y a aussi une vérification humaine au terme de la vérification qui est faite par les IA. Donc ça permet de vraiment s'assurer que, on a des fournisseurs de confiance en France et en Europe pour assurer ces parcours d'entrée en relation, pour augmenter le niveau de confiance dans ces reconnaissances à distance. Et tout ce cadre-là permet en effet de renforcer la confiance pour ces entrées. Donc voilà, l'enjeu après, ça va être d'associer les identités numériques avec ces données authentiques, et donc c'est tout l'objet des portefeuilles, on y reviendra. Je pense que l'audience a déjà beaucoup entendu parler des wallets sur les sessions précédentes. Donc voilà. Merci. Donc du coup, ça nous donne une bonne vision de, entre guillemets, notre point de départ, c'est-à-dire effectivement où est-ce qu'on en est. Si on essaie de se donner un petit peu plus de perspective sur comment justement, on va dire, ces leviers, on va dire, de KYC et d'IA vont évoluer au bénéfice en fait des parcours clients par rapport à l'engagement. Pierrick, peut-être si on commence, dans nos échanges précédents, t'évoquais que ce serait probablement un sujet de compromis, si on peut détailler un petit peu plus. Oui, en fait, on essaie toujours de trouver le meilleur équilibre possible entre l'automatisation le plus possible, l'efficacité, l'engagement client et la satisfaction client. Donc pour ça, on regarde au quotidien, concrètement, ce qui génère, en parlant de KYC, des demandes, des sollicitations clients. On a une revue KYC périodique, comme tous les établissements. Et en fait, on demande aux clients des choses, la plupart du temps, qu'on connaît déjà. Donc on va essayer de regarder tout simplement comment faciliter la saisie, la confirmation de ces éléments-là, c'est de la réaffirmation de données que le client peut déjà avoir passé. Quand on lui pose la question, avez-vous déjà passé un trade sur les 12 derniers mois, et qu'il est client chez nous, a priori on peut le savoir. Donc on peut l'accompagner sur ces aspects-là. On va aussi regarder pour toujours donner encore plus d'autonomie du client en réduisant le taux de churn, donc en regardant ce qu'on peut faire pour l'accompagner s'il veut partir plus simplement. C'est aussi un principe fort. Et de manière un peu plus macro, si on regarde nos perspectives IA, on est sur un équilibre entre le temps court et le temps long. Effectivement, les questions de portefeuille sont plutôt dans le temps moyen, dans le temps long, même si c'est maintenant que ça commence à se définir. Donc on garde ça avec un œil très intéressé. Plus concrètement, là, effectivement, on a des questions d'automatisation de contrôle documentaire, où on va aller chercher, grâce aux normes qui ont été dictées, le cachet électronique visible sur les documents qui nous sont transmis, même si, in fine, on préférerait ne pas avoir à les traiter. Et ça pose forcément des questions d'UX, pour revenir sur le thème. Quand on demande à un client qui est mobile-centrique de scanner un code qui est contenu sur une facture numérique, ça devient compliqué, donc il va pouvoir l'uploader, mais ça crée quand même des ruptures au sein du parcours. C'est quelque chose qu'on souhaiterait limiter le plus possible pour avoir le moins de friction. Et en fait, après, on arrive toujours à un point d'équilibre sur les différents usages de l'IA entre les systèmes experts qui sont déjà massivement utilisés pour automatiser le maximum de choses et le machine learning et les LLM, là où ça peut être pertinent. Merci. Ça nous donne une bonne perspective par rapport à la banque, on va dire, traditionnelle. Laurent, vous précisiez tout à l'heure effectivement que le modèle Donnet était un petit peu différent. Comment ça s'applique justement en termes de perspective sur un modèle tel que celui Donnet? D'une part, Onet n'est pas une banque, très clairement, donc faut le dire. Même si on a tendance à assimiler les établissements financiers, le monde bancaire, la frontière est assez étroite. Et même si on est adossé à une banque qui est BPCE, il faut savoir que pour Onet, les données de contact, c'est extrêmement important. Et le Covid a complètement perturbé les usages. Naguère, notre problématique,
c'était pas les données de contact, c'était les données de solvabilité. Or, aujourd'hui, toutes les données sont devenues des données dynamiques. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est de savoir, quand un client vient à nous, et ce client, on ne le voit pas en face à face, est-ce que c'est un vrai client ou est-ce que c'est un faux client? En quoi l'IA va nous aider à ça? Aujourd'hui, avoir des données, nom, prénom, date de naissance, c'est très facile. Or, les renseigner, ça, ce sont des données qu'on appelle statiques, parce qu'une date de naissance restera toujours la même. Or, pourtant, le numéro de téléphone, l'adresse email, c'est les données de contact, et c'est ces informations-là qui doivent nous relier. Donc, nous, on utilise beaucoup l'IA pour garantir une cohérence collective dans ces informations-là. Ça, c'est capital. L'autre point important, c'est que toute cette approche-là, on l'utilise essentiellement pourquoi? C'est toujours rassurer le client et nous rassurer nous et rassurer nos partenaires. On a aujourd'hui énormément de problématiques autour de l'escroquerie, l'usurpation d'identité, qui reste pour nous un fléau. Et aujourd'hui, notre travail, c'est de trouver l'équilibre dans tout ce dispositif. Il y a un point qui est important, c'est que l'IA ne doit pas nous déresponsabiliser de la relation qu'on doit avoir de nos clients. L'IA va apporter énormément d'évolution, mais aussi, on doit garder cette responsabilité. Et nous, notre ambition, c'est d'utiliser l'IA, mais toujours en gardant le lien avec le client, et ce lien, il est fondamental. Donc cet équilibre, elle se développe, elle prospère, mais j'essaye toujours, en tant que directeur des risques, de dire à mes collaborateurs, à mes ingénieurs, enfin tous ces gens-là qui ont une capacité de réflexion évoluée, de toujours dire ce que vous faites, ne perdez jamais le lien avec le client, parce que c'est le client à la fin qui est concerné par ce que l'on va faire de ces données et les décisions que l'on va prendre. Voilà. Merci. Du coup, Hervé, on l'évoquait tout à l'heure, au niveau du wallet, en fait, enfin du portefeuille numérique, sur lequel, effectivement, ça va être une véritable révolution et qui fait lien d'ailleurs avec ce qu'évoquait Laurent sur le passage avec un aspect beaucoup plus orienté données, puisque demain, comme vous le savez, effectivement, et certains d'entre vous qui étaient probablement là hier ont bien compris qu'effectivement, demain, l'usage sera très centré sur le fait d'exposer les données à la place des documents tels qu'on le connaît aujourd'hui. Quelle est justement cette perspective, si on se projette un peu sur la révolution que va nous apporter justement ce portefeuille numérique dans les différents usages? Oui, pour moi, il y a deux grands axes de réponse à ça. Il y a l'axe un peu sécuritaire, enfin lutte contre la fraude, lutte contre l'usurpation d'identité. On le sait, hein, les systèmes de vérification d'identité à distance, malheureusement, sont pas fiables à 100%, et le deepfake augmente. Hein. Il y a un des grands acteurs de la vérification d'identité à distance en Europe qui a publié des chiffres. Il y a 2 ans, c'était moins de, je crois, 0,1%, en tout cas moins d'1% des fraudes qui étaient des deepfakes sur les vérifications d'identité. L'année dernière, c'était 2%. Cette année, sur les premiers mois de l'année, c'est déjà plus de 6%. Ah, donc le truc, c'est que les IA génératives, finalement, créent des nouvelles fraudes. En particulier, on peut l'imaginer, des deepfakes sur des systèmes de vérification d'identité à distance. Donc là, il y a une course à l'IA. C'est de l'IA contre de l'IA, hein, finalement. Et le wallet apporte une solution de sécurité en plus. C'est que dès lors qu'on a fait un onboarding dans son wallet, on a une identité forte, et puis surtout, on a la possession d'un élément fort qui est son device, a priori son téléphone, qui permet de s'assurer qu'on confirme qu'on est bien celui qu'on dit qu'on est. Donc on a un niveau de sécurité beaucoup plus fort dès lors qu'on implémente des identités numériques ou des portefeuilles numériques demain. Donc ça, c'est un élément fort qui prône quand même en la faveur des portefeuilles plutôt que des systèmes actuels sans facteur d'authentification forte lors de l'entrée en relation. Et l'autre élément qui est plus prospectif au-delà des portefeuilles d'identité, nous on voit et on imagine que le portefeuille va devenir un moyen d'engagement client pour les marques, et en particulier en effet pour les acteurs financiers, très fort, parce que dès lors qu'on a cette relation de confiance établie via ce wallet, hein, donc dans un environnement de confiance où les deux identités sont vérifiées, à la fois l'identité finalement de la banque
et la mienne, eh bien, je suis dans un environnement de confiance où peut-être je vais partager plus de données volontairement pour accéder à de la personnalisation. Et donc là, l'IA rentre en jeu pour personnaliser. Donc nous, on croit fortement que le wallet n'est pas seulement ce premier vecteur d'identification ou d'authentification forte, ça l'est, mais c'est aussi demain un canal d'engagement, un canal d'échange. Donc ça, il faut l'imaginer, il faut voir comment ça peut se matérialiser. Dans la solution Archipel, d'ailleurs, on est en train d'y inclure un système de messagerie sécurisée, un système d'échange, pas seulement de données d'attestation, mais aussi potentiellement de documents, pour créer ce lien fort, sécurisé, de confiance. Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre élément, si on se projette encore plus loin avec les IA, eh bien, on peut imaginer que ce portefeuille, qui est, on l'appelle auto-souverain, qui est sous notre propre contrôle, eh bien, j'ai confiance dans les données que j'y mets, j'ai que de la donnée personnelle, et on pourrait imaginer que j'y mets une IA, une sorte d'agent personnel, qui va traiter un certain nombre d'éléments à ma place, ou en tout cas qui va me faire des recommandations. Exemple très simple, je mets à jour mon adresse dans mon portefeuille numérique. L'IA va me dire, tiens, sur les 12 derniers mois, tu avais fourni ton adresse à tel et tel service, est-ce que tu veux retransmettre ta nouvelle adresse ? Donc, c'est un exemple très simple, mais on peut imaginer ce type de service un peu évolué. Et ce canal via le wallet permet d'imaginer de la remédiation en continu. Ce que j'appelle moi le KYC continu, c'est que dès lors que j'ai accepté de partager un certain nombre d'éléments avec ma banque, eh bien peut-être que je dis à mon IA ou à mon agent personnel, eh bien écoute, si Bourseau me redemande ça, donne-lui. Je consens à ce que ce soit automatisé. Et donc, on peut imaginer en effet beaucoup de solutions comme ça d'automatisation, à la fois d'automatisation côté du service bancaire, mais d'automatisation chez moi, en tout cas dans mon portefeuille numérique, avec l'aide d'IA qui vont me recommander de faire quelque chose ou qui vont m'aider à faire quelque chose. Et après, c'est sans parler peut-être ensuite d'agents quasi autonomes qui font les choses à ma place. Mais là, c'est un peu plus prospectif. Mais on voit que pour que ça marche, ces IA et ces agents personnels, il faut aussi que ce soit fait dans ce cadre de confiance. Donc il y a à la fois, en effet, qui est le fournisseur de l'IA, est-ce que j'en ai confiance, mais sur quel espace de données il fonctionne. Et comment je m'assure que les données sur lesquelles je veux le faire travailler, qui sont a priori des données personnelles, ou alors pour les entreprises de la même manière, il faut que ça fonctionne que sur mes données et en vase clos, et que ça sorte pas. Donc là, il y a un vrai enjeu sur la protection des données et pour le fonctionnement de ces IA, et on pense que les portefeuilles numériques sont un peu le terrain de jeu pour ça, parce que ça va être un peu l'espace de confiance où j'y mets mes propres données avec des éléments de sécurité et de contrôle. Donc voilà, c'est des éléments prospectifs, mais nous, on commence déjà à discuter avec des établissements bancaires sur cette forte valeur de l'automatisation du KYC, là, ce fameux KYC continu dont j'ai parlé. On travaille aussi sur la même idée de conformité continue sur la relation client-fournisseur, avec les identités numériques des organisations, où de la même manière, on va automatiser le devoir de vigilance vis-à-vis de ses fournisseurs. On va l'automatiser via des échanges de wallet à wallet, avec des workflows métiers et avec de la préconfiguration d'automatisation pour les entreprises. Donc ça, c'est un élément fort de la proposition de valeur aussi des portefeuilles, d'avoir ces automatisations à base d'IA accessibles à tout un chacun. Merci. Et du coup, Yves, en miroir de ces perspectives, comment vont évoluer les cadres justement à la fois à court terme et moyen terme du coup ? Alors, on vient d'en parler, Hervé en a parlé à long terme, enfin à moyen terme on va dire plutôt, à moyen terme. Mais c'est quand même dans quelques années, on aura effectivement ce portefeuille EIDAS qui va permettre d'embarquer avec son identité tout un tas d'attributs qu'on va pouvoir utiliser. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui
un pilote qui commence à devenir opérationnel, dans lequel d'ailleurs on participe. On participe en tant que banque. C'est le pilote potential pour la partie enrôlement. Mais on n'a pas besoin d'attendre cette échéance. Déjà aujourd'hui, il y a certaines banques qui font de l'enrôlement direct avec une identité numérique de niveau substantiel ou élevé, puisque c'est bien écrit dans le code monétaire et financier, et donc c'est suffisant pour pouvoir enrôler et pour pouvoir commencer à rentrer en relation d'affaires. Mais il y a aussi des perspectives en attendant ce portefeuille miracle européen, puisqu'il y a déjà la possibilité d'avoir certains documents qui soient dématérialisés et qui soient intégrés dans notre smartphone. Hein, c'est ce qu'a fait l'État français avec France Identité Numérique, et donc avec l'application qui aujourd'hui dématérialise la carte d'identité et dématérialise aussi le permis de conduire, et puis bientôt qui va dématérialiser d'autres documents. Mais il y a là aussi une petite faille, parce que aujourd'hui il y avait contrôle d'identité à l'entrée. J'ai dit, est-ce que je peux montrer ma carte d'identité dématérialisée fine? On m'a dit oui, il n'y a pas de problème, j'ai montré ma carte d'identité fine, impeccable, mais ça aurait été une fausse carte d'identité fine, parce que finalement on met n'importe quel PDF, n'importe quel JPEG, et puis on le modifie, et puis on passe. Donc il y a quand même des limites, et ces limites, elles peuvent être couvertes par justement l'association avec ces identités numériques d'un système qui a été évoqué et qui est aujourd'hui utilisé, qui est sur la carte d'identité, qui s'appelle le cachet électronique visible. Mais il n'est pas que sur la carte d'identité, il est aussi sur maintenant de plus en plus de bulletins de salaire, il est sur des justificatifs de domicile, il est sur des avis d'imposition. Et donc là, qu'est-ce que c'est que le cachet électronique visible? C'est les données qui sont encapsulées et qui sont signées électroniquement. Donc là, elles sont authentiques et fiables. Et donc c'est vers ces process qu'il faut aussi se tourner. D'ailleurs, la SNCF, quand elle a vu l'application France Identité Numérique, elle a dit non, moi j'ai pas confiance, et pour l'instant je vais pas l'utiliser comme ça, parce qu'effectivement on peut faire des faux relativement facilement. Mais associé à d'autres systèmes. Alors le France Identité Numérique va faire une expérimentation avec la SNCF avec de la communication NFC, mais on peut aussi le faire avec du cachet électronique visible. D'ailleurs, je peux faire un petit peu de publicité, puisque dans cette même salle, cet après-midi, il y aura une conférence à 15h sur le cachet électronique visible et sur tous les cas d'usage, et on verra qu'il n'y a pas que dans l'identité, il y a plein de cas d'usage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé dans le monde entier, et avec des gens qui ont des excellentes idées d'utilisation. Merci. Du coup, pour progressivement un petit peu finaliser notre échange, si on se donne encore un petit peu plus de perspective, Pierrick, côté Bourseau, qu'est-ce que ça t'inspire si vraiment là on se met à se projeter encore plus loin en termes de rêve sur toutes les évolutions que ça nous amènera? En fait, on identifie assez facilement la recentralisation en fait de l'usage, de la gestion des usages autour du client. Donc l'idée, c'est que le client va progressivement reprendre un petit peu la main, le pouvoir sur ses données. Donc on imagine bien que ça va se centraliser quelque part, on va être un peu fragmenté. La dissémination des données actuellement est problématique pour des raisons d'UX, pour des raisons de falsification. Donc ce sera forcément au bénéfice de tous, et ça c'est la perspective qu'on souhaite atteindre assez rapidement. Avec un enjeu d'instantanéité, une fois de plus, quand j'entends parler de PVID, c'est hyper intéressant, mais effectivement à l'heure actuelle les parcours d'entrée en relation PVID sont complexes et se font parfois au détriment de l'UX. Donc c'est un sujet qui n'est pas encore clair. Par contre, si on peut aller encore plus loin et s'assurer d'avoir la provenance certifiée de la donnée, avec des organismes de confiance qui sont en capacité de la tracer et de nous la transmettre, nous-mêmes, en tant que fournisseurs de données, pourrions, avec évidemment le consentement du client, transmettre des données qualifiées de la part du client. Si on fait le parallèle entre ce qui a pu se faire sur la DSP2, où il y a certains organismes qui se sont lancés pour faire de l'analyse de solvabilité par ce dispositif-là,
on peut très bien préfigurer des configurations similaires autour de l'agrégation et la transmission de données qualifiées des clients. Et donc nous, on regarde d'un très bon œil toutes ces initiatives, que ce soit au niveau wallet ou au niveau identité numérique. Les travaux de normalisation sont évidemment indispensables pour faire progresser tout le monde et surtout rendre le maximum de bénéfices aux clients de ces usages. Merci. Laurent, si on essaie de faire le même exercice, de dessiner l'avenir pour René. Donc, alors, d'une part, on parle beaucoup d'IA générative. Les gros travaux que l'on mène, nous, actuellement, c'est beaucoup sur l'IA prédictive. Donc, dans notre capacité à être beaucoup plus précis et en utilisant les données dans l'intérêt du client, que ça soit aussi bien dans la prévention d'impayés, que ça soit aussi sur la lutte contre la fraude. Tout ça parce qu'aujourd'hui, le crédit conso évolue, les directives sont en train de s'ajuster dans un environnement économique et on sait qu'on a besoin du crédit conso, notamment vis-à-vis des partenaires et au regard de l'environnement économique. Donc ça c'est clé pour nous et on travaille énormément sur ce sujet-là. L'autre point important, c'est tout le flou juridique qui tourne autour de ce contexte. Je vais vous donner un exemple, par exemple sur l'open banking. On utilise beaucoup l'IA au travers de l'open banking pour bien évaluer la solvabilité du client. Mais ça veut dire que derrière, dès lors où on nous donne l'accès au compte, on peut s'affranchir du justificatif de revenu. Or, à l'heure actuelle, il y a un environnement, alors je vois quelqu'un qui dit non, mais c'est bien le cas, il y a un environnement qui, aujourd'hui, eh bien, en quoi l'accès au compte qui nous donne aux clients nous affranchit du justificatif de revenu, et comment on utilise l'IA. Tout ça, aujourd'hui, c'est encore pas clair, même si derrière, on le fait et quand on travaille avec les tribunaux, on arrive à avoir gain de cause, mais pour autant, l'univers est assez, on va dire, instable. Et là, il va falloir qu'on arrive à l'éclaircir dans l'intérêt du client, ça va être indispensable, parce que, in fine, on va transmettre des documents qui n'auront pas de valeur ajoutée. Donc cet environnement-là, pour nous, va être important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions, que ce soit à l'ASF, à la FBF et à d'autres univers, pour trouver un équilibre cohérent, utiliser la donnée à bon escient, transmettre des informations à valeur ajoutée, et être capable de prendre une décision juste et qui nous permette de nous affranchir d'un certain nombre de documents qui aujourd'hui transitent dans l'environnement actuel et contribuent à l'usurpation d'identité ou à la création de faux clients. C'est tout cet environnement-là qui aujourd'hui va être clé pour nous. Merci Laurent. On arrive progressivement au timing de clôture de notre petit échange. Je t'ai prévu une petite session questions-réponses, donc avec plaisir. Voilà. Je sais pas. Nathalie Launay, consultante pour Galit, filiale de Soprasteria. Effectivement, j'ai hoché un petit peu la tête par rapport à la problématique d'analyse de solvabilité et ce qu'elle doit pouvoir faire avec l'open banking. En fait, vous avez évoqué tout à l'heure la directive Crédit Conso qui est déjà adoptée, qui devra effectivement être transposée prochainement par l'État français. Mais dans cette directive, il y a deux choses intéressantes, c'est qu'elle prend en compte la jurisprudence sur l'analyse de solvabilité comme une décision automatique. Et elle prend en compte également le fait qu'il faudra prendre en compte l'IA comme un IA à très haut risque, ce qui est défini dans le règlement IA. Donc ça veut dire pas simplement une certification ou d'auto-évaluation, mais également un avis, un feu vert d'une autorité qui sera probablement la CNIL pour cette IA à très haut risque, et une décision automatique avec le consentement explicite de la personne, voire l'ensemble des droits qui lui afférés. Donc on a vraiment également l'aspect RGPD qui va être très important dans la prise en compte de l'IA Act également, mais également de l'aspect de la nouvelle directive Crédit Conso. Et quand j'ai vu la directive Crédit Conso, je pense qu'effectivement, ils ont bien évoqué que les données qui devaient être utilisées pour la solvabilité, c'était qu'une type de données pour l'analyse des revenus ou des assets, mais en aucun cas toutes les données. Effectivement, vous avez également la future PSR, Payment Service Regulation, qui va un petit peu encadrer davantage l'open banking avec des permission dashboards et qui va définir les catégories de données. Et en aucun cas des données de type sensible, données de santé, ou des données par rapport, par exemple, d'origine politique. Donc toutes les données qui sont aspirées par l'open banking ne pourront plus être utilisées pour l'étude de solvabilité.
Donc j'aimerais savoir comment vous avez commencé à envisager ça, aussi bien du point de vue donc, des critères de l'open banking qui devront être plus affinés par rapport au respect du RGPD, parce que même s'il y a des pratiques aujourd'hui, si on regarde strictement RGPD, c'est pas conforme RGPD. Et vis-à-vis de l'IA à très haut risque, qui devra également intégrer également l'effet de la décision automatique qui sont impactés dans la jurisprudence et dans la future crédit conso. Alors déjà, l'open banking, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, parce que quand le client nous donne accès à ses comptes, on accède à tout. Ça ne donne pas le consentement à faire du traitement de... Et le souci, c'est que le client ne nous donne pas accès à tout pour en faire une démarche commerciale ou un côté intrusif. Donc déjà, dans un premier temps, si je parle pour René, l'accès à l'open banking, on n'utilise que les données qui nous permettent d'évaluer sa solvabilité. Tout le reste, nous ne l'utilisons pas. La difficulté que l'on a, et c'est l'environnement actuel, c'est ne pas accéder à la donnée pour la donnée, mais accéder juste les données qui sont nécessaires pour la prise de décision. Et c'est ça qui est capital. Et aujourd'hui, la difficulté que l'on a, c'est que l'open banking nous donne accès à un univers de données. Donc aujourd'hui, pour René, on n'utilise pas l'information à des fins commerciales ou à des fins intrusives ou porter des jugements sur la personne. Notre intérêt, c'est juste de dire la donnée doit nous permettre de savoir si le client, sa solvabilité est juste au regard de son besoin. Point. C'est ça l'enjeu. Après... Ça veut peut-être dire que vous allez avoir l'open banking avec le PSR et il y aura le DEPS qui va donner son avis, qui va nécessiter peut-être une révolution non seulement des permission dashboards, mais de type de catégorie de données que la banque va être autorisée à transmettre ou pas à un agrégateur pour une finalité exprimée. Exactement. Après, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on y met derrière la solvabilité ? Quelles sont les informations qu'on y met? Dans la directive crédit conso, il semblerait qu'ils aient défini ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre. Exactement. Alors, en fait, c'est défini, mais ça reste encore très théorique. Et aujourd'hui, il faut vraiment y mettre les cas d'usage importants dans l'intérêt du client pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. C'est tout cet environnement-là, d'où la transposition qui est en train de se faire, pour qu'on puisse avoir une vision précise et qu'on utilise la donnée à bon escient et qu'on utilise l'intelligence artificielle donc, avec une valeur ajoutée pour le client et non pas quelque chose qui pourrait nous donner une interprétation qui ne correspond pas à nos besoins. C'est tout cet environnement-là qui va nécessiter un travail de fond, un cadrage et surtout un alignement de l'ensemble des acteurs concernés. Un alignement des planètes et en conformité avec le RGPD. Et donc ça veut dire qu'on a un vrai Big Bang réglementaire pour les nouveaux cas de crédit et d'études de solvabilité. Et ce point est très important parce que on martèle le client en nous disant surtout arrêtez de transmettre vos données et en parallèle de ça on lui demande d'accès au compte. On martèle le client en disant attention il y a de l'usurpation d'identité mais pour autant l'open banking nous donne accès à toutes les données. On dit au client attention ne transmettez pas vos justificatifs mais pour autant on nous demande de les avoir. En fait il y a quand même beaucoup d'injonctions contradictoires à l'heure actuelle qu'on doit lever, travailler pour que derrière ce qu'on utilise. Exactement. Et ça, c'est important. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la gestion de nos risques. Et donc, le risque RGPD, il est aussi important que le risque de crédit in fine. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que je peux ajouter quelque chose au niveau des travaux qui vont s'ouvrir sur les actes délégués de l'IA-Act? On a déjà identifié que l'ISO 42001 n'était pas suffisante et que effectivement il y avait tous les aspects RGPD de la minimisation des données qui est très importante et il y aura très certainement un travail qui va s'effectuer au niveau du CEN pour faire les documents additionnels permettant de prendre en compte toute la réglementation européenne.